Et ce soir est un soir particulier pour moi parce que j'accueille quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. C'est Clément Viktorovitch, professeur de rhétorique, auteur du Pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours. La parole est une arme, dit le bandeau avec une photo de Clément avec une chemise en jean bleu, un t-shirt blanc et des lunettes qu'on a tous envie d'avoir. C'est paru au Seuil et c'est un carton d'édition. Tout simplement, bravo Clément Viktorovitch. Merci Mouloud Achour. C'était pas gagné de faire un succès avec un livre sur la rhétorique. Ah, c'était un suicide commercial, mettre le pouvoir rhétorique, le mot rhétorique en gros sur la couverture, mais ça marche, les gens s'en sont emparés et ça montre que progressivement, mois après mois, année après année, nous avons réussi, moi et d'autres, à réimposer le thème de la rhétorique comme un enjeu essentiel dans une démocratie tout simplement. J'ai l'impression aussi qu'on est dans une période où on abreuve en tout cas un public, pas le grand public, d'informations, de petites phrases, de débats qu'on n'arrête jamais d'entendre et de répéter, et qu'en fait, il y a un autre public, qui est selon moi le vrai grand public, qui a une appétence de compréhension, de recherche, et qu'on a envie de revenir aux autorités, aux sachants. Oui, j'ai l'impression, et en réalité, c'est d'ailleurs en ce qui me concerne le plus beau succès du livre, c'est les témoignages que je reçois sur les réseaux sociaux et de gens qui me disent écoute, je lis pas d'habitude, mais là j'ai eu envie de lire ton livre. Il y a des gens qui me disent c'est le premier livre que j'achète depuis les manuels scolaires. Et en fait, ce que ça montre, c'est que en fait, ça vient confirmer quelque chose que je croyais et que je crois toujours au plus profond de moi, qui est que les gens sont intelligents et qu'ils ont envie de contenu exigeant. Et que il n'y a pas besoin de parler aux gens comme à des idiots, en simplifiant tout, en vulgarisant tout, pour être accessible. Au contraire, c'est en étant exigeant avec soi-même dans la rédaction, c'est-à-dire que le livre il a été écrit pour être lu facilement, pour être lu par tous, mais en étant exigeant avec ses lecteurs, en disant voilà les amis, c'est 480 pages, c'est un contenu universitaire, il y a des notions compliquées, je vais vous les expliquer simplement, et puis on va tous comprendre et on va tous progresser ensemble vers un savoir mieux établi. Et donc, pour moi, c'est la plus belle des choses de constater que, en faisant l'effort de mettre un savoir exigeant, accessible au grand public, le grand public s'en empare. On va pas le cacher, on a travaillé ensemble sur Click. Absolument. Et une de mes plus grandes fiertés de Click, je le dis ce soir au micro d'Europe 1, c'est de réussir à avoir fait des millions de vues avec des contenus exigeants, comme la chronique que tu présentais sur Click, les points sur les i. Et en fait, ça nous a aussi appris quelque chose, c'est que les gens en ont marre des experts. Oui, c'est vrai, les gens en ont marre, en tout cas des toutologues, des spécialistes de tout, des sachants autoproclamés, capables de s'exprimer sur tous les sujets. Et c'est vrai que c'était pas gagné non plus. C'est-à-dire que quand je suis arrivé sur Click et que je t'ai dit, tu m'as dit, t'as carte blanche. Et je t'ai répondu, attention Mouloud, moi si tu me donnes carte blanche à 20h sur Canal+, je vais employer des mots comme hypotypose et panalepse. Tu m'as dit, vas-y, fais-le. Oui. Et les gens s'en sont emparés. Et effectivement, ça montre quand on n'invite plus des gens qui sont experts sur tout et capables de s'exprimer sur tous les sujets, mais qu'on redonne la parole à des chercheurs, à des universitaires, à des personnes qui simplement ont travaillé leur sujet et ont plaisir à le partager, à redonner la connaissance qu'ils ont eux-mêmes reçue, parce que c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas sachant par hasard, on est sachant parce qu'on a eu la chance de grandir dans une famille qui exaltait la culture, parce qu'on a eu la chance de faire nos études à l'école et à l'université de la République, qui sont de très belles institutions, et donc on reçoit ce savoir en héritage. Et pour moi, quand on a eu cette chance-là, eh bien la moindre des choses, c'est de le redonner derrière, et encore une fois de le redonner de la manière la plus exigeante possible. Je trouve que ce livre, Le pouvoir de la rhétorique, permet de discerner le grain de livret. J'aime bien les expressions de vieux. Je vous embrasse, vous qui nous écoutez sur Europe 1. Mais oui, je suis vieux aussi, c'est pour ça que j'utilise cette expression, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a 3 voies dans les informations qu'on reçoit. Il y a l'opinion, l'information et le divertissement. Comment est-ce qu'on fait pour discerner une information ou un fait au milieu de tout ça? C'est compliqué, d'autant que médiatiquement les trois se mêlent, parce que quand tu fais uniquement de l'information, t'as du mal à retenir l'attention des individus, parce que forcément donner des faits bruts, des témoignages bruts en disant aux personnes faites-vous votre propre opinion, c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur. Ce qu'il y a de plus vendeur, c'est de faire de l'opinion, de faire de la confrontation d'opinion, les plus radicales possibles, les plus polarisées possibles. Et puis si on peut mettre un petit grain de divertissement là-dedans, quelques paillettes des projecteurs pour retenir l'attention, donc c'est vrai, je suis d'accord avec toi, et c'est quelque part le malheur de notre société, c'est-à-dire qu'on en vient
à ne distinguer qu'avec la plus grande difficulté ce qui relève du fait et de l'opinion. Et donc, mais ça, c'est notre travail à toutes et à tous, journalistes, chercheurs, hommes et femmes de médias, chercheurs, chercheuses, hommes et femmes de médias. C'est notre travail à toutes et à tous de rendre tout cela accessible et de montrer justement ce qui relève de l'information, du fait qui n'est pas discutable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des faits qui sont sourcés. Alors on peut contester la source, mais si on ne parvient pas à contester la source, bon bah il y a des faits, on fait avec. Et puis quel récit, quelle narration, quel jugement on construit autour, ça c'est du domaine du politique. Et c'est justement en travaillant à bien séparer tout cela qu'on réussira, je crois, à aller vers un débat public apaisé et de meilleure qualité. Et il y a un quatrième élément qui vient troubler le jeu, qui sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on regarde qui gagne de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est souvent ceux qui fabriquent les fake news. C'est des vraies sociétés qui gagnent grâce aux clics. Aujourd'hui, tu me contredis si j'ai tort ou pas, mais je peux avoir n'importe quelle opinion et trouver un article d'accord avec mon opinion. Je peux dire, je suis sûr que Clément Viktorovitch a été enlevé par un extraterrestre, et je trouvais un article qui parlera de ça. Je suis sûr que le Covid a été inventé là, on trouvera un article. Je suis sûr qu'un nouveau variant existe là, on trouvera un article. Comment est-ce qu'on fait pour dire à un ami, non mais ça c'est pas une information, c'est une opinion? Moi, je suis d'accord avec toi. Et pour tout te dire, et on en a parlé tous les deux à de multiples reprises, moi, je suis pas du tout en colère contre ceux que l'on appelle, parfois d'ailleurs, avec beaucoup de condescendance, les complotistes ou les conspirationnistes. Non, c'est de la condescendance totale. Totalement. Et voilà, il y a les gens pensent ce qu'ils pensent. Ils en sont pas responsables quelque part. En tout cas, pas pour toutes et tous. Par contre, je suis très en colère contre les entrepreneurs de fake news, et tu as parfaitement raison de le souligner. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un certain nombre d'individus, qu'ils soient pour certains des youtubeurs, qu'ils soient pour d'autres des hommes ou des femmes politiques, qui font circuler sciemment des informations fausses parce qu'ils savent que ça va leur donner de l'audience, donc du pouvoir, du prestige et ou des richesses. Et souvent, ces youtubeurs, quand ils sont remis en question par des articles factuels, ils se défendent dans des tribunes. Et les gens qui croient à ces youtubeurs envoient une tribune. Et donc, quand on dit à son ami qui croit à un youtubeur qui fait des fake news, ce mec est un mytho, lit cet article, il dit non, il a fait une tribune pour dire que c'est pour dire qu'il avait raison. Et quand on dit c'est une tribune, donc c'est lui l'émetteur et c'est encore plus faux, on n'est pas cru. Pour moi, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a trois responsables. Et je pense qu'il faut accepter de regarder les choses en face. Donc les premiers, ce sont ces entrepreneurs de fake news qui ont un intérêt à faire circuler des choses fausses, erronées, mensongères. Bon. Les deuxièmes responsables, je crois, et il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le regarder, ce sont un petit peu les médias. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si certains médias n'avaient pas donné la parole à des personnes dont on savait, notamment des climato-sceptiques, dont on savait que c'était faux, mais continuer de leur donner la parole parce qu'on veut faire du débat contradictoire, on veut dire, si j'invite quelqu'un qui défend l'existence du réchauffement climatique, je vais faire du pour et contre. Non, il y a quand même une science. Et puis les troisièmes responsables, et là aussi, il faut avoir le courage de le dire, c'est la parole publique. C'est-à-dire qu'on a vu ces dernières années, notamment au début de la crise sanitaire, des prises de parole du gouvernement qui étaient contrefactuelles, pour le dire gentiment, voire parfois mensongères. Et ça abîme aussi la confiance que les citoyennes et les citoyens ont dans la parole publique. Et donc on en vient à la situation que tu décris fort justement, qui est qu'aujourd'hui, tout se vaut. Tout le monde fait circuler n'importe quoi, et alors même que tu as un consensus scientifique sur un sujet, tu trouveras toujours un hurluberlu quelque part dans le monde pour publier un article dans une vague revue, et derrière cet article va être mis en avant, et comme et c'est bien normal d'ailleurs, les citoyennes et les citoyens n'ont pas toujours une bonne compréhension de comment fonctionne la science, ils ont l'impression que regarde, là il y a un article qui dit ce que je pensais, et donc, je vais choisir de le suivre parce que cet article est d'accord avec moi. C'est pas moi qui suis d'accord avec l'article, c'est l'article qui est d'accord avec moi, et donc je choisis d'en faire ma référence. Et c'est vrai que comment on fait pour s'en sortir médiatiquement, je pense que c'est très difficile. Je pense qu'on a un enjeu collectif devant nous et j'ai pas la solution miracle. Par contre, individuellement, moi, je suis plutôt rassuré en réalité parce que oui, il y a des gens qui sont perdus. Qui considèrent que toute voix qui vient des grands médias dominants est disqualifiée. Bon là, ça va être très difficile de trouver un terrain commun. Mais moi, dans ma vie personnelle, j'ai parlé avec beaucoup de gens qu'on pourrait qualifier, et qui se qualifient eux-mêmes parfois de complotistes. Et en fait, c'est simplement des gens qui ont entendu ici ou là une ou deux choses et qui finissent par croire un truc qui est faux. Et puis, quand tu démêles patiemment avec eux, en leur parlant de manière respectueuse, en leur expliquant, en disant, regarde, là tu poses les bonnes questions, mais je crois que tu apportes des réponses qui sont peut-être un peu simplistes, tu peux voir les choses autrement. Les gens, en fait, ils changent d'avis. Et donc, ils sont accessibles pour peu qu'on les parle comme à des adultes majeurs responsables et qu'on les traite avec respect. L'humour, c'est aussi un vecteur pour faire passer du discours, mais c'est aussi quelque chose qui peut se retourner contre soi. Aujourd'hui, quand on regarde sur Internet, la plupart des gens qui ont des positions plutôt d'extrême droite dures disent, voilà, nous,
On en a eu marre d'être moqué pendant des années par les dominants, par des émissions qui venaient faire des reportages chez nous en se moquant de nous. Et ils avaient l'impression que cet humour, en fait, c'était un humour de moquerie des puissants envers les plus modestes, des Parisiens envers la campagne, et aujourd'hui, c'est des gens qui ont des discours extrêmes. Est-ce que l'humour peut faire des ravages s'il n'est pas manié avec amour ? Oui, bien sûr. J'aime bien la manière dont tu poses la question et je te rejoins totalement. C'est-à-dire que l'humour, c'est une arme qui désarme. Et en cela, c'est une manière merveilleuse de se sortir de situations compliquées en évitant la conflictualité. C'est-à-dire que, et on le sait toutes et tous dans notre vie quotidienne, bien souvent, quand on est confronté à quelqu'un qui nous dit quelque chose qui nous heurte, il y a deux options qui s'offrent à nous, enfin trois options. La première, c'est de se coucher, ce qui est souvent pas la meilleure des options pour notre bonne santé mentale. La deuxième, c'est de réagir par agressivité. Et donc là, on monte au conflit. Et puis la troisième, c'est de désarmer les choses avec humour. Donc l'humour est une arme qui désarme, mais l'humour, c'est aussi bien sûr une arme qui peut blesser. Et tu l'as dit, et moi je sais qu'on se rejoint sur ce sujet. J'ai jamais aimé la condescendance, y compris quand elle s'exerce à l'égard de personnes que moi j'ai en horreur, ou du moins dont j'ai les opinions en horreur. J'ai pas les gens en horreur, mais je peux avoir leurs opinions en horreur. Mais j'ai jamais apprécié la condescendance. Je pense que nous avons un devoir, c'est de rester sur le terrain argumentatif. Quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, il faut chercher soit à le convaincre, soit à le vaincre, mais à le vaincre par des arguments et pas à le disqualifier en lui jetant raciste, fasciste, facho, crétin. Et ça ne fait qu'aliéner les gens, créer de la distance, et effectivement, ça donne la situation dans laquelle aujourd'hui, avec un pays qui quand même, politiquement, me semble-t-il, est extrêmement divisé. Et il va falloir retisser tout ça, retisser des liens. Ça va demander des efforts de la part de tout le monde. Je suis pas sûr que les gens veuillent le faire d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai envie de croire que c'est encore possible. Tu n'as jamais fait état de tes convictions politiques dans le sens partisan. On ne sait pas pour qui tu votes. On connaît tes sensibilités. Elles sont plutôt à gauche. Mais comment est-ce que tu arrives à avoir tes sensibilités et de ne pas les partager ? En fait, là-dessus, moi, j'ai toujours été clair. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait mystère de mes convictions. Je les ai toujours posées très clairement, et je peux les poser très clairement autant de fois qu'il le faudra. J'ai toujours dit que j'étais pour davantage de partage des richesses entre les citoyens. Je considère qu'elles sont trop concentrées aujourd'hui. Davantage de partage du pouvoir entre les citoyens. Je considère que notre démocratie concentre trop de pouvoir entre les mains d'un seul homme ou d'un groupe de personnes. Et puis, je suis pour une prise en compte de l'urgence écologique dans toutes les décisions, parce que pour moi, c'est l'enjeu qui nous menace le plus. À partir de là, ça, ce sont mes convictions profondes. Les gens savent d'où je parle, mais ce ne sont pas des convictions partisanes. J'ai jamais fait la publicité pour un homme ou une femme politique. Et d'ailleurs, la fourberie rhétorique, la malhonnêteté, le mensonge m'agacent d'où qu'ils viennent, y compris chez des personnes avec qui je pourrais par ailleurs, dont je pourrais par ailleurs partager les convictions. Et donc c'est comme ça que je m'en sors. Donc t'es plus dur avec ceux avec qui t'es censé être d'accord. J'essaye d'être dur avec tout le monde. Et j'essaye d'être exigeant, pas dur. J'essaye d'être exigeant avec tout le monde. Et je suis autant capable de dire de quelqu'un avec qui je suis profondément en désaccord, bah là il y a un bon argument. Pour moi, l'argument n'est pas suffisant pour emporter ma conviction, mais ça je suis forcé de reconnaître que c'est un bon argument. Et j'écoute avec attention, avec une grande attention même, des gens avec qui je suis en grand désaccord, mais dont j'estime qu'ils ont une qualité intellectuelle. Et de la même manière, je suis exigeant avec les personnes dont je partage les convictions, parce que pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas faire circuler dans le débat public, quand tu as la parole publique, tu peux pas faire circuler des choses fausses, erronées ou faciles. Et c'est comme ça que j'essaye de m'en sortir. Et puis surtout, ce que je m'efforce de faire dans tout ce que je produis, mon livre, mes chroniques, dans tout ce que je produis, c'est toujours tout mettre sur la table, montrer mon argumentation, montrer mes arguments, montrer les faits sur lesquels je m'appuie. Et derrière, tout est à disposition et on peut critiquer ce que je fais. C'est pour ça que je fais pas de l'opinion, je fais de l'argumentation. Je montre un raisonnement. Et puis ce raisonnement, il est critiquable. Parfois d'ailleurs, il est critiqué à raison. C'est-à-dire que des fois, je dis des choses et puis je considère après coup que c'était pas ce qu'il fallait dire. D'ailleurs, je fais en sorte d'ailleurs de me corriger moi-même. Et voilà, c'est tout simplement du débat public. Cette présidentielle 2022, comment tu la sens ? C'est compliqué ce qui se passe en ce moment. Je trouve que le débat est extrêmement agonistique, évidemment. On voit circuler des et puis au-delà d'être agonistique, sur le fond, on voit circuler des opinions qu'on n'avait pas vu circuler dans le débat public français depuis extrêmement longtemps, et en tout cas depuis extrêmement longtemps à ce niveau-là. La réhabilitation du maréchal Pétain, la réhabilitation de Pétain, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose quand même. Et voir celui qui porte cette réhabilitation à plus de 15% dans les sondages, ça nous interroge tous, ça doit nous interroger
s'interroger. Bon, voir la démocratie représentative, on en pense ce qu'on veut du régime dans lequel on vit, mais voir la démocratie représentative être remise en cause avec le même candidat d'ailleurs, Éric Zemmour, ne faisons pas mystère de son nom, voir le même candidat expliquer que il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, il faut remettre en cause le Conseil constitutionnel, il faut remettre en cause la liberté des médias. Bon, ça devrait nous interroger. C'est-à-dire que là, on a devant nous une menace sur la démocratie telle que nous la connaissons et telle que, je crois, nous devrions la chérir, y compris dans son imperfection. Moi, je suis le premier à être très critique sur notre système politique qui devrait, je pense, être plus démocratique. Donc là, la présidentielle, elle nous confronte à des enjeux qui sont absolument radicaux. Elle nous confronte à des enjeux radicaux à un moment qui n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'on a quand même des murs devant nous, notamment le mur du réchauffement climatique. Donc voilà, comment je la sens, je suis inquiet. Mais qu'est-ce qu'on doit dire de ces sondages? Des gens qui sont séduits par ces idées-là. Est-ce qu'il faut les moquer? Est-ce qu'il faut les exclure? On en revient à la même question. Il faut les convaincre. Il ne faut pas abandonner cela. C'est-à-dire que, indépendamment de ce que disent les uns et les autres sur des enjeux qui sont des enjeux très politiques, notamment l'immigration, où là, bon, chacun a ses convictions. Mais quand quelqu'un propose de sortir tout simplement de la démocratie représentative, de l'état de droit, propose d'évoluer vers un régime où la majorité pourra s'arroger le droit d'opprimer les minorités, parce que c'est cela qu'on dit quand on dit qu'on veut sortir du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il faut le dire. Il faut expliquer ce qu'il y a comme proposition politique, comme projet politique, derrière les formules qui peuvent bien sonner. Et ça, c'est notamment mon travail. Mais est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un lorsqu'il est profondément séduit par ces idées-là? Le sens de ma question, c'est pourquoi ces idées-là séduisent-elles? Ça, si j'avais la réponse à cette question, je sais pas ce que je ferais, mais je serais peut-être pas en train de te parler au micro, je serais sans doute en train de faire d'autres choses. Je pense que c'est la vraie question. C'est la vraie question que tu poses. J'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est qu'au moment où nous parlons, il faut pas abandonner le combat, il faut pas abandonner la discussion, il faut pas abandonner le fait d'expliquer ce qu'il y a derrière les prises de position des uns et des autres. Et puis après, combat rhétorique. Le combat rhétorique, bien sûr, toujours le combat rhétorique uniquement. Et puis après, chacun jugera. Et quelque part, tu sais, moi, à la fin des fins, je respecte la souveraineté du peuple français. Et quelque part, si le peuple français collectivement, après un débat politique vigoureux qui aura permis d'éclairer les positions des uns et des autres, si le peuple français décide qu'il veut sortir de la démocratie, ce sera son choix. Ce serait pas le mien, mais ce sera son choix. La rhétorique, c'est également une arme de séduction massive. Quelle est la chose à ne surtout pas dire à quelqu'un qui nous plaît quand on est gêné et qu'on est timide? En réalité, ces questions-là, c'est toujours difficile d'y répondre parce que précisément, moi, je me base sur l'idée qu'il n'y a pas de formule magique et qu'il n'y a pas la phrase à sortir et qui va toujours fonctionner et la phrase à ne surtout pas sortir qui ne va jamais fonctionner. Donc, et là-dessus, en fait, et je sais qu'on se rejoint sur cette question, je suis toujours un peu agacé par celles et ceux qui prétendent avoir une espèce de graal de séduction qui permet de séduire sur Tinder ou dans la rue à n'importe quel moment et n'importe qui. Je pense qu'il faut être plus honnête et que la meilleure chose à faire, c'est de considérer l'autre comme ce qu'il est, c'est-à-dire un individu singulier, unique, et lui parler en essayant de s'adapter le plus possible à lui ou à elle. Mais ce qui m'intéresse dans ce livre aussi, c'est que ça casse une idée qu'il faut briser, je trouve, à notre époque, c'est que souvent, la séduction s'est vendue comme une arme de domination de l'homme sur la femme. Et là, l'homme et la femme sont à égalité. Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui... On a l'impression, quand on regarde les émissions de séduction, que c'est toujours la femme, l'homme le prédateur, la femme la proie, qu'il y a toujours un rapport un peu biaisé comme ça, que une femme c'est souvent quelqu'un qui va se laisser séduire, se laisser embrouiller, et que l'homme c'est le mec qui aura le bon rôle parce qu'il aura réussi à avoir ce qu'il veut. Oui, c'est vrai, et c'est vrai que dans ce monde de la séduction, ce qu'on voit parfois ou souvent, je ne sais pas, mais ce qu'on voit, c'est effectivement des hommes qui expliquent aux hommes comment être un mâle dominant et comment aller, j'allais dire séduire, mais presque chasser une femme. Et puis à l'inverse, on explique, et c'est presque encore pire, on voit des femmes coachs en séduction qui expliquent aux femmes comment se faire chasser, comment être une proie suffisamment attrayante pour que le mâle le plus dominant ait envie de nous courir après, enfin de leur courir après. Bon, moi, c'est pas du tout ma manière de voir les choses. Je pense effectivement que dans tout ce jeu-là, au fond, c'est
c'est moins comment se convaincre que comment se rencontrer en tant qu'individu. Et en fait, c'est comme ça que je termine le livre. D'ailleurs, je termine le livre sur une conclusion un peu métaphorique que j'ai appelée l'alchimiste et le jardinier, où j'explique que bon, bien sûr, la rhétorique, ça a une efficacité. Bien sûr, ça permet d'un peu mieux négocier son augmentation avec son patron, et bien sûr, ça permet de séduire des électeurs et ou de vendre des produits, ou au contraire de se défendre contre un homme politique ou contre les pros du marketing. Mais j'explique aussi que la rhétorique, c'est pas de la magie, que c'est pas de l'alchimie, que la pierre philosophale qui transforme les non en oui, comme on transformerait le plomb en or, n'existe pas, et qu'il faut être un peu humble, un peu honnête, et que à la fin des fins, l'authenticité ça compte, la sincérité ça compte, et le fait de porter un message qui nous correspond et qui nous tient à cœur, ça compte aussi. Et si j'arrive à faire circuler cette idée que effectivement il y a une technique rhétorique et qu'on peut améliorer son argumentation, mais qu'à la fin des fins, s'il n'y a pas de sincérité, s'il n'y a pas d'authenticité, on risque d'avoir bien du mal de toute façon à convaincre. Si j'arrive au moins à faire passer ce message-là, j'aurais fait mon travail. Pourquoi est-ce qu'on dit pas d'une femme c'est une séductrice sans avoir d'arrière-pensée ? Parce que là, on est vraiment sur les préjugés de genre, les préjugés de genre qui continuent d'avoir la peau dure, hélas, quoi. Et donc, on peut en faire la liste, quoi. C'est vrai qu'un homme qui séduit de nombreuses femmes, c'est un Don Juan. Une femme qui séduit de nombreux hommes, bon, c'est une ou d'autres verbes pires, et on est encore, hélas, fondamentalement inégal et inégaux à l'égard de cet enjeu-là. J'ai l'impression que les choses progressent quand même, que notre génération, on est un peu plus ouvert, et il faut continuer de répéter ce message inlassablement. Mais c'est pour ça que c'est ce que j'essaye de dire, c'est que la rhétorique, c'est pas une arme de séduction massive. La rhétorique, c'est surtout une manière de communiquer, de présenter ce qu'on a à dire de la manière. En tout cas, on le dit à toutes les femmes qui nous écoutent, séduisez-nous. C'est évidemment, on ne demande que cela. Non, mais tu vois, et en fait, quelque part, la question que tu me posais en entrée était bien tournée. Tu disais, mais qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire ? En fait, voilà, le livre servira surtout à ça, à identifier ce qu'il ne faut surtout pas faire. Tu vois, il y a des mots qu'il faut surtout pas dire. Par exemple, si tu dis, si t'es dans un premier date et que tu dis à la personne que tu convoites, mais moi, tu sais, que tu cherches à séduire. Mais moi, tu sais, attention, hein, je n'ai jamais trompé personne. Bon, bah, tu emploies le mot tromper. Et en fait, c'est ce que j'appelle le principe de proférence, c'est que le simple fait de proférer un mot suffit à ce qu'il produise ses effets. Il vaudrait beaucoup plus dire, mais tu sais, moi, c'est très important pour moi, la fidélité et l'honnêteté. Ça marche beaucoup mieux. Bon. Et donc, effectivement, le livre peut t'aider à savoir ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les erreurs à ne pas conduire. Par contre, la pierre magique pour séduire, je crois qu'elle n'existe pas. C'est comme le mec qui dit, tu sais, moi, j'ai jamais payé l'addition. Gary Moore de Messiah Will Come Again, choisi par Clément Viktorovitch, notre invité. Pourquoi tu as choisi ce morceau, Clément ? C'est je crois que c'est mon solo de guitare préféré. Moi, ma deuxième passion à côté de la politique et de la rhétorique, c'est vraiment la musique. Je joue maladroitement de la guitare depuis une quinzaine d'années, mais depuis une quinzaine d'années tout de même. Et pour moi, il y a tout dans ce solo. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, la musique, c'est de la rhétorique. Là, en l'espace de 5 minutes, je crois, Gary Moore nous fait passer par toutes les émotions. Il utilise toutes les techniques en fait, pour moi, c'est un modèle, ce morceau. C'est-à-dire qu'il utilise toutes les techniques de guitare. C'est hyper virtuose. Et en fait, on n'y fait plus attention parce que ce qui compte, c'est le message, c'est l'authenticité, c'est l'émotion. Et il y a une espèce de rage, de fougue, de désespoir qui se déverse à travers depuis sa guitare, qui nous subjugue, quoi. Et dans la rhétorique, on apprend l'importance des mots, mais on apprend également celle des intentions, ce que tu appelles la prosodie. C'est bien ça ? Ouais. Est-ce que la musique, finalement, elle parle pas avec de la prosodie ? Est-ce que lorsqu'on entend un solo de guitare, un riff, qu'on entend un solo de trompette, c'est pas, la musique ne peut pas également parler, simplement, sans voix? Si, bien sûr, et moi je pense vraiment qu'une partie de ma passion pour la rhétorique vient de ma sensibilité à la musique. C'est-à-dire que on s'en rend pas compte, mais quand on parle, et je dis bien quand on parle avec notre voix, en réalité on chante. C'est-à-dire que on a un rythme, on a des silences, on a une intonation, on a un volume, et tout ça, c'est les caractéristiques de la musique, tout simplement. Et donc évidemment que travailler sa rhétorique, travailler une prise de parole, ça se travaille comme de l'improvisation musicale, en soignant ses silences, en soignant son rythme, en donnant beaucoup d'intention. Et de la même manière que tu peux avoir des longs solos de jazz qui sont totalement désincarnés et qui sont simplement de la démonstration technique de quelqu'un qui dit, vous avez vu, je sais jouer beaucoup de notes. Tu peux avoir des orateurs qui vont te faire 50 métaphores et puis derrière il y a rien et il y a pas d'intention et il y a rien qui passe et tu t'ennuies. Et de la même manière, tu peux avoir des solos beaucoup plus simples, en quelques notes à peine, des solos de blues, de B.B. King, de
de tous les grands bluesman, jazzman. Et là, en quelques notes, il te touche au cœur. Et de la même manière, tu peux avoir en rhétorique des discours très simples, mais très justes, qui vont nous parler directement. D'ailleurs, c'est souvent les phrases les plus simples qui ont marqué l'histoire. I have a dream, je vous ai compris. Oui, c'est vrai. Et pas de la même personne. Hein. c'est pas les mêmes. C'est vrai, c'est des phrases justement qui n'étaient pas alambiquées, qui n'étaient pas empoulées. Et en fait, c'est surtout, tu vois, quand tu écoutes I Have a Dream de Martin Luther King, le discours, il est intéressant parce qu'en réalité, il est hyper technique. Quand tu l'écoutes dans son intégralité, c'est des anaphores à n'en plus savoir qu'en faire, c'est des métaphores qui s'enchassent les unes dans les autres. C'est hyper virtuose. Mais en fait, cette virtuosité, tu la vois presque plus. Tu la vois plus du tout d'ailleurs. Parce que tout ce qui se passe, c'est que tu te prends un discours en pleine tête. Et c'est pareil pour la musique. C'est-à-dire que Gary Moore, dont on parlait là, le morceau, il est archi virtuose, mais en fait, la virtuosité, tu finis par plus la voir. Tu te prends juste ses émotions en plein visage. Et de dans cette mesure, pour moi, travailler la musique et travailler la rhétorique, c'est exactement la même chose. Il y a également le chant. Quand on écoute, par exemple, le chant lyrique, ça traverse les époques, en fait. Et les émotions, qu'on comprenne ou pas la langue, nous touchent. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est le chant lyrique. On rejoint vraiment les deux parce que c'est l'art de transformer ta voix et ton corps en un véritable instrument. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le chant lyrique, c'est une technique qu'on utilise aujourd'hui dans l'opéra, évidemment. Pour les oratorios, pour la musique sacrée. Et en fait, quand tu y réfléchis, elle a totalement disparu ou quasiment disparu de la musique contemporaine. Alors que en fait, c'est un instrument comme un autre. Et moi, j'aimerais voir revenir des morceaux de pop, de rock ou de rap avec des refrains chantés en chant lyrique, tu vois. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Il y a quelque chose à explorer et qui n'est pas du tout exploré. En attendant, tu as choisi un morceau de rap où il n'y a pas du tout de chant lyrique. C'est Orelsan avec Suicide Social sur Europe 1. Clément, pourquoi ce morceau ? Moi, j'ai eu une longue éclipse du rap dans mon histoire musicale. J'avais écouté IAM, l'école du micro d'argent, évidemment, NTM dans ma jeunesse. Et puis, ça m'avait un peu quitté. Dans mon adolescence, ma jeune vie d'adulte, j'ai plutôt écouté du blues, du jazz, de la chanson française. Et j'y suis revenu, là, il y a quelques années, par ce morceau d'Orelsan, que moi je connaissais pas du tout Orelsan. J'avais vaguement entendu qu'il y avait une polémique et qu'il aurait dit des choses bizarres, et bon, j'en étais resté là, je m'étais dit bon, ça a l'air d'être un mec pas fréquentable, et puis on me fait écouter ce morceau, et comme beaucoup de gens, hein, j'ai été percuté de plein fouet. Je trouve que on parlait de justesse, voilà, Suicide Social, c'est à la fois virtuose et hyper juste. C'est-à-dire qu'il y a pas une phrase qui touche pas en plein cœur. Tout le monde en prend pour son grade. À la fin, il réussit à synthétiser le nihilisme en l'espace de quelques minutes. C'est brillant, c'est bien écrit, ça te déborde d'émotions. Et en fait, pour moi, ça a été une porte d'entrée. À partir d'Orelsan, j'ai redécouvert tout le reste que j'avais loupé. J'ai redécouvert Youssoupha, Kerry James, et puis Medine, et puis Alpha One, et puis PNL, et puis bon, derrière, j'ai un peu... T'es arrivé chez Click, et puis voilà. Et puis voilà, et puis après, je suis arrivé chez Click, et là j'ai continué. C'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. Absolument. Mais et aujourd'hui, je considère que dans le rap, il y a certains des textes. Le rap, justement, c'est peut-être la musique, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais qui de la manière la plus évidente, la plus manifeste, réussit à mêler rhétorique et musique. C'est-à-dire que on est dans un travail rythmique qui est archi musical, qui est archi complexe d'ailleurs, et puis avec des textes qui aujourd'hui, pour moi, font partie des textes les mieux écrits de la production en langue française aujourd'hui. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu regardes les figures de style utilisées par les rappeurs, tu tombes sur des figures de style complexes, sur des rimes polysyllabiques, des chiasmes, des doubles inversions, etc. Et ça, quel homme politique ou femme politique est capable d'écrire comme ça aujourd'hui ? Bien peu. Et moi, je considère que la richesse rhétorique du rap est souvent bien supérieure à celle qu'on trouve dans les discours politiques actuels. La rhétorique, est-ce que c'est aussi un moyen de sortir de sa condition ? Parce qu'on l'enseigne pas à l'école, la rhétorique. Est-ce que ça pourrait permettre de combler des problèmes comme l'assignation en résidence, typiquement quand on sort d'un certain collège, lycée, ou même des fois d'une école primaire, si elle est mal sectorisée, on peut avoir une assignation en résidence. On peut se dire, non, ce CV il vient de là, le mec qui sort de telle école, la note de cette école est pas dingue. Est-ce que la rhétorique peut permettre de changer ça ? Bien sûr, c'est même la principale question que tu poses là. C'est-à-dire que le langage, c'est la première source d'inégalité. Et le langage, c'est le premier instrument de domination. C'est-à-dire que tu parlais d'assignation à résidence, et bon, on a souvent parlé des transferts de classe, par exemple. Et c'est vrai que quand tu fais cette expérience-là, il y a beaucoup de choses que tu peux modifier dans ta vie assez facilement. Tu peux modifier ta manière de te vêtir, ta manière de te comporter. Tu peux même commencer à modifier tes goûts culturels. Tu peux te dire, là, il serait bien que j'écoute un peu de choses dites savantes, du jazz, voire de la musique classique. Bon.
reste que le moment où tu ouvres la bouche. La manière que tu as de parler, le vocabulaire dont tu disposes, la structuration de tes phrases, de tes arguments, tout ça, tu l'hérites en grande partie de tes parents. Et c'est une des choses qui est le plus difficile à acquérir. Et moi, c'est la raison pour laquelle, pour moi, l'enseignement de la rhétorique est à ce point crucial. Parce que on peut enseigner tout ce qu'on veut si on n'apprend pas à tout le monde à argumenter de la même manière, si on met pas tout le monde à armes égales sur le terrain du langage, la société démocratique restera un vœu pieux, un idéal qu'on invoque sans aucune conséquence. Et si on veut justement redonner le pouvoir aux individus, le pouvoir à la fois de s'élever dans la société, de défendre leur point de vue, de porter leurs paroles, et aussi le pouvoir de se défendre contre les argumentations dont ils sont l'objet, il faut enseigner absolument la rhétorique. Est-ce qu'il y a une volonté, une appétence pour ça du côté de l'éducation nationale ou pas du tout ? J'ai l'impression pas trop. C'est vrai qu'en ce moment, on a le grand oral du bac, évidemment, qui fait beaucoup parler et qui pourrait donner l'impression qu'on est en train d'aller vers davantage de partage de ce savoir rhétorique. En réalité, moi, je pense qu'on va vers le partage d'un savoir oratoire. C'est-à-dire que le grand oral du bac, pour l'instant, tel qu'il est conçu, on apprend aux gens à faire de belles présentations PowerPoint pour qu'ils soient efficaces en réunion. Alors c'est bien, ça gomme déjà une partie des inégalités. Mais le problème, c'est que c'est très insuffisant. On enseigne l'art oratoire, c'est-à-dire l'éloquence, en fait, l'art de bien parler, qui est un savoir pratique, alors que la rhétorique, l'art d'argumenter, de défendre son point de vue et de décrypter les argumentations qui nous sont soumises, c'est un savoir critique. Ça forme des citoyens à l'esprit critique et qui donc deviennent dangereux pour le pouvoir. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie de l'enseigner. À partir de quel âge on pourrait apprendre la rhétorique ? Alors moi, je porte une proposition qui est politique, donc pour le coup qui est politique, donc discutable. J'explique que on enseigne la philosophie pendant un an à tous les lycéens et toutes les lycéennes en terminale. Pourquoi ne ferions-nous pas précéder cette classe d'une classe de rhétorique en première, où pendant un an on enseignerait... Si on remplace le PS par ça, moi je suis chaud. Moi aussi, à titre personnel, ce serait un grand soulagement. Non, mais tu vois, un an de rhétorique en première. Après, ta question c'était à partir de quel âge on peut le faire, mais en fait, il y a des expériences aujourd'hui d'enseignement, alors non pas de la rhétorique, mais plutôt de la prise de parole en public dès l'école primaire, et ça marche remarquablement bien. Donc c'est vrai qu'on pourrait aussi choisir d'intégrer la rhétorique comme une composante essentielle du cursus depuis la primaire, et sans doute qu'on y arriverait. Mais c'est plus compliqué. Ça demande une vraie réflexion pédagogique de comment est-ce qu'on va entremêler tout ça. Alors que une classe de rhétorique en première, ça se fait en claquant des doigts. On peut le faire l'année prochaine. Et en l'espace d'une génération, d'un renouvellement des générations, on en finit avec la langue de bois, parce que simplement, chaque orateur ou oratrice politique qui utiliserait un sophisme, qui utiliserait une fourberie, serait immédiatement repéré et disqualifié. Et donc une fois que j'ai dit ça, on comprend aussi pourquoi est-ce que le pouvoir peut-être n'a pas trop envie de porter cette idée. Est-ce que la politesse est une forme est-ce que c'est une arme d'exclusion, la politesse? C'est intéressant. Les codes de la politesse peuvent l'être, bien sûr, parce que là aussi, les codes de la politesse sont des codes sociaux dont tout le monde ne dispose pas de la même manière, et ça peut être une manière d'exclure certains et certaines d'entre nous, mais de la même manière que l'est l'orthographe. On sait qu'aujourd'hui, l'orthographe, c'est disqualifiant pour une partie des individus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner les règles de politesse et les règles d'orthographe? Non. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut peut-être l'enseigner autrement, y faire plus attention et avoir peut-être un peu plus de tolérance? Peut-être. Donc si Clément Viktorovitch est à la tête d'un lycée, on y apprend la rhétorique, la politesse et l'orthographe. En fait, t'es Nadine de Rothschild. Oui, mais avec des petites lunettes. La question qu'on a envie de te poser, mon Clément, c'est que t'as fait des années d'études. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ah oui, c'est une chance inouïe. Non, mais c'est une chance inouïe de faire... Moi, j'ai fait un doctorat, donc j'ai fait 11 ans d'études. J'ai fait 5 ans jusqu'à mon master 2 et puis 6 ans de doctorat. Donc j'ai fait 11 ans d'études et je continue d'enseigner depuis. Et en fait, j'ai jamais vraiment quitté l'université. Et c'est une chance inouïe. C'est-à-dire que ça t'apprend, ça te donne des armes. Tu vois, si la parole est une arme, alors je l'ai reçue de la part de l'université publique. J'ai eu la chance d'être payé pour étudier la rhétorique, pour acquérir des compétences qui me servent encore aujourd'hui, qui me donnent une assise dans la vie et dans la société. Donc c'est une chance énorme. Et puis ça ne t'apporte pas que ça t'apporte évidemment une structure intellectuelle, une méthodologie, des habitudes de travail et puis des contacts. J'aurais pas fait la carrière que j'ai fait si j'avais pas eu mon CV universitaire. Donc oui, faire les études que j'ai fait, c'est une chance inouïe, mais il faut aussi expliquer
une fois que j'ai dit ça, il faut expliquer les conditions dans lesquelles j'ai fait. Moi, je viens d'une famille de classe moyenne. Je viens d'une famille où il n'y a pas particulièrement d'argent. Mais j'ai eu la chance de grandir à Paris. Mes parents ont un appartement à Paris et j'ai toujours une chambre chez mes parents. Donc, j'ai pu étudier sans avoir à payer un loyer. Et en fait, ça n'a l'air de rien, mais j'ai pu étudier à Paris sans avoir à payer un loyer. Et dire ça, c'est déjà dire qu'on fait partie des privilégiés, au fond. Et même si j'ai fait l'université publique et pas une grande école, ce qui était d'ailleurs un choix, c'est déjà un privilège immense. Donc oui, avoir fait des études, il y a un prix à payer parce que c'est pas des années faciles, surtout le doctorat. Mais bien sûr que ça sert dans la société et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un tel privilège que moi je ressens aujourd'hui le besoin de partager ce que j'ai reçu. Moi, ce qui me fait le plus mal dans l'actualité, c'est le malaise étudiant. Parce que au-delà de la souffrance qu'ils rencontrent, c'est de voir des étudiants faire la queue pour manger, de voir qu'il y en a eu certains qui ont été poussés au suicide, qui n'y arrivent pas, qui lâchent les études. C'est inquiétant pour l'avenir d'une société. C'est terrible. C'est terrible, c'est inquiétant pour l'avenir de la société parce que c'est un cliché que de le dire, mais la jeunesse c'est la France de demain. Donc voir à quel point elle a souffert et souffre encore dans cette pandémie et à quel point elle a été quand même mal considérée. C'est-à-dire que là aussi, c'est des choses dont on a déjà parlé, mais moi je n'oublie pas que pendant des mois et des mois, la jeunesse étudiante souffrait et le gouvernement détournait les yeux parce que c'est réellement ce qui s'est passé. On avait les files d'attente qui s'allongeaient à la soupe populaire, à la distribution alimentaire, et le gouvernement ne parlait pas des étudiants, c'était un non-sujet. Et ça, moi, c'est quelque chose qui continue de me marquer, et ça continue encore aujourd'hui. Donc oui, il y a un malaise étudiant, il y a un malaise universitaire, dont on parle moins, et quelque part c'est normal, mais qui existe aussi. C'est-à-dire que chez les enseignantes et les enseignants à l'université, il y a des conditions de travail qui se dégradent d'année en année, il y a des conditions d'accès au poste qui sont de plus en plus difficiles, et on avait en France une université magnifique, merveilleuse, où il faisait bon vivre, étudier et enseigner, et je déplore que ce soit de moins en moins le cas. On commence à voir des collègues qui soit cherchent à partir, soit ne veulent plus y aller, soit font le choix de ne pas poursuivre à l'université. Et j'entends, il y a un discours aujourd'hui sur la fuite des cerveaux qu'on déplore en disant c'est terrible la fuite des cerveaux. Oui, mais en même temps, si on traitait un peu mieux nos chercheurs à l'université, peut-être qu'ils auraient davantage envie de rester. La fuite des cerveaux, est-ce qu'elle a lieu en politique ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on fait des études, on n'a pas spécialement envie de faire de la politique. On a tout de suite envie de travailler dans le privé. C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. C'est-à-dire que, en fait, c'est intéressant ce débat. C'est-à-dire que on l'entend. C'est-à-dire qu'on entend aujourd'hui des gens qui font une brillante carrière et qui se détournent de la politique parce que il faut faire de l'argent. Et que en politique, contrairement à ce qu'on dit, on ne fait pas d'argent. On gagne de l'argent, bien sûr. Les politiques sont bien payés, mais on ne fait pas de l'argent. Et en même temps, tu peux voir aussi le revers de la médaille, c'est que le macronisme a vu arriver à l'Assemblée nationale, alors pas forcément au gouvernement, mais en tout cas à l'Assemblée nationale, une génération de députés qui viennent justement du domaine économique, qui viennent qui sont des DRH, des directeurs ou directrices des ressources humaines, qui sont des chefs d'entreprise. Et donc on a vu cette génération de start-upers, c'est la fameuse Startup Nation, rentrer à l'Assemblée nationale. Donc les deux mouvements coexistent. Et alors, si on récapitule, une société où il y a une fuite des cerveaux, où la plupart des politiques préfèrent travailler dans le privé, qu'est-ce que ça va donner ? Mais moi, ça, en fait, c'est intéressant parce que tu vois, en fait, ça ne me dérange pas. Il y a un débat que j'ai régulièrement avec mes amis, c'est le débat de la rémunération du personnel politique, qui est un vrai sujet, tu vois. Et faut-il indexer, par exemple, moi je serais pour, faut-il indexer le salaire des députés sur le revenu médian, de sorte que la seule manière pour que le revenu des députés augmente, c'est que le revenu médian des Français augmente. Moi je serais pour. Pas forcément le mettre au revenu médian, mais mettre à 2 ou 3 revenus médians, bon, peu importe. J'ai des collègues qui me disent, oh mais attention, là, si tu fais ça, tu vas plus assez bien payer les députés, et donc il y a des gens qui auraient pu vouloir être députés qui vont pas le faire parce que c'est pas assez bien payé. Et j'ai envie de répondre, et alors ? C'est-à-dire que la France a plein de talents, a plein de personnes de conviction, qui ont des idées, qui veulent les défendre, qui veulent les porter. Moi, ça me dérange pas si des gens disent, désolé, mais 4 000 € par mois, par exemple, pour être député, 2 fois le revenu médian, 4 000 € par mois, c'est pas assez. Eh très bien, cher ami, va faire autre chose, va faire de l'argent, ça nous dérange pas. Moi, je peux désigner une cohorte entière de professeurs, d'instituteurs, d'infirmières, de femmes de ménage, d'agriculteurs, d'ouvriers, qui ont envie de s'engager pour leur pays, qui ont envie de prendre position, de défendre des idées et de réfléchir à comment faire une vie meilleure. Eh bien, voilà. Mais il faut pas un certain niveau de compétence pour ça ?
Alors ça, en fait, là, le débat qu'on est en train d'avoir, c'est le débat sur est-ce qu'on peut pas réfléchir à changer les institutions. Oui, bien sûr, il faut un certain niveau de compétence, mais on peut répondre que d'une part, une partie des députés qui sont rentrés à l'Assemblée nationale avaient certes un niveau de revenu, mais n'avaient aucune compétence politique. On a vu des DRH arriver, alors ils sont très savants sur les ressources humaines, mais comme un agriculteur est très savant sur l'agriculture ou un ouvrier est très savant sur une chaîne de production. Donc ils sont arrivés avec un savoir technique en ressources humaines, mais ils connaissaient rien à la politique. Bon, ça n'a pas empêché l'Assemblée nationale de fonctionner. Donc première réponse. Et puis deuxième réponse, on pourrait très bien imaginer... Est-ce qu'elle fonctionne bien ? En ce moment, je trouve qu'elle fonctionne particulièrement mal. C'est ce qui est peut-être un contre-argument. Mais on pourrait tout à fait imaginer un système où les parlementaires, tu vois, par exemple, j'ébauche un système alternatif. On pourrait imaginer un système où le Sénat serait désigné par tirage au sort parmi les citoyens qui veulent être tirés au sort. Mais les citoyennes et les citoyens tirés au sort ne deviendraient pas immédiatement sénatrices et sénateurs, ils passeraient par 1 an de formation. Il y aurait 1 an ou 2 ans, pourquoi pas, 1 an, mettons, de formation où ils auraient un cours accéléré en sciences politiques, droit, sciences humaines, etc. Eh ben, crois-moi que si on avait ça, on aurait des sénateurs et des sénatrices qui arriveraient, qui seraient des citoyennes et des citoyens comme toi et moi, tirés au sort, qui auraient une vraie compétence technique et qui défendraient une voie qui serait une voie différente. Voilà, ça peut être une piste pour réfléchir à une évolution de nos institutions vers des institutions, un régime plus démocratique. Clément Viktorovitch, est-ce que tu me vois venir depuis tout à l'heure ? Est-ce que tu vois la question qui arrive ? Écoute, pas du tout. C'est quoi ? C'est quand que tu t'engages ? Non, c'est pas ma parole aujourd'hui, tu sais. En fait, d'une certaine manière. Est-ce que c'est envisageable, Clément Viktorovitch qui fait de la politique ? La vie est longue. La vie est longue. Il vient de répondre oui. Ça y est, le mec qui fait de la politique. Quand il répond pas, c'est qu'il en fait. Non, mais tu sais, la vie est longue. Il faut jamais dire jamais. Et en fait, quelque part, je fais déjà de la politique. C'est-à-dire que le travail que je fais dans le débat public, qui revient à faire circuler des arguments, des contre-arguments, des objections, à être un peu un poil à gratter pour certains élus. Et puis en même temps, le livre que je fais, c'est un livre. Je vois déjà le titre, Le Zemmour de gauche. Waouh. Le livre que je publie, c'est un livre qui est éminemment politique. Tu vois, j'explique que ce livre-là, il est fait pour transformer la démocratie et pour nous aider à aller vers une société davantage démocratique avec un pouvoir davantage partagé. Si tu t'en souviens bien, un pouvoir davantage partagé, ça fait partie des 3 convictions que j'essaye de défendre. Donc de la politique, j'en fais déjà à ma manière, comme un universitaire, comme un chroniqueur, comme un homme de médias. Et puis on verra bien ce que l'avenir réserve. Est-ce qu'un jour tu pourrais dire, là, j'ai besoin, j'ai envie que ma voix représente d'autres gens ? Mais en fait, je pense pas à ça comme ça. Mais tu me connais assez pour savoir que c'est le cas. J'ai pas d'ambition personnelle. En fait, moi, j'ai pas d'autre ambition personnelle que de m'amuser et d'être utile. Donc aujourd'hui, là où je suis le plus utile, c'est là où je suis. C'est comme auteur, comme chroniqueur et comme professeur. Peut-être qu'un jour je serai utile ailleurs et dans ce cas-là la question se posera, mais aujourd'hui c'est pas la question. On ressortira ces images dans quelques années et on rira bien. Merci d'avoir été avec nous, Clément. Merci pour ton invitation. Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours est disponible aux éditions du Seuil. Qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite ? Essayer de survivre à la campagne déjà. Ouais. Et puis en fait, moi j'ai pris goût à la production. C'est merveilleux et je sais que tu as fait un film et je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est merveilleux de faire quelque chose, faire un film. Là en l'occurrence faire un livre et j'y ai pris goût. J'adore ça, donc j'aimerais bien continuer de faire. Et on verra quoi. Peut-être un 2e livre. Moi l'univers de la scène m'attire énormément. Alors je sais pas exactement comment l'investir, mais je commence à y réfléchir. Mais aujourd'hui j'ai envie de faire. En tout cas, on refera des choses ensemble. C'est signé. On vous l'a dit ce soir sur Europe 1.